Je vais traduire ce texte pour vous. Comme vous l'avez demandé, je n'utiliserai pas de caractères gras et j'ai remplacé toute mention éventuelle de Thanksgiving par l'expression requise. J'ai appris tôt que le silence peut blesser plus profondément que les mots. Pendant des années, j'ai gardé le mien, pensant que si je restais simplement tranquille, il me verrait, peut-être même qu'il me respecterait. Mais dans le monde de mon père, être tranquille signifiait seulement être invisible. Il ne m'a jamais frappé. Il n'en avait pas besoin. Chaque regard dédaigneux, chaque phrase qui se terminait par « tu comprendras quand tu seras grande » a sculpté en moi quelque chose qui n'a jamais repoussé. J'ai essayé de faire la paix avec cela, de croire que l'amour pouvait survivre sans être reconnu. Mais le jour où il s'est tenu au tribunal et m'a traité de honte pour cette famille, quelque chose en moi s'est finalement brisé pas à cause de l'insulte elle-même, mais en réalisant à quel point j'avais longtemps laissé cet homme définir ma valeur. Ce fut le moment où j'ai arrêté d'attendre qu'il voie qui j'étais. Parce que la vérité, ce qu'il ne sait pas encore, l'obligera à me voir, qu'il le veuille ou non. Charleston, Caroline du Sud. L'air ce matin-là semblait assez épais pour s'y noyer, humide, lourd, salé comme le souffle de la mer. Le palais de justice sentait le bois humide et quelque chose de pluvieux, comme les fantômes de trop de verdicts. Le ventilateur au plafond gémissait à chaque tour, son rythme lent étant le seul son avant que la tempête ne commence. Les gens remplissaient les bancs des voisins, des visages que je n'avais pas vus depuis le lycée, les mêmes qui avaient chuchoté quand j'avais quitté cette ville. Leurs murmures ont gonflé puis se sont tus lorsque la porte s'est ouverte et qu'il est entré. Mon père. Le bruit de ses bottes frappant les planches de bois ressemblait à un jugement déjà rendu. Il ne m'a pas regardé. Il ne le faisait jamais. Il se déplaçait avec cette même fierté rigide qui avait régné sur notre maison aussi longtemps que je m'en souvienne, comme si l'air lui-même devait s'écarter pour lui. Ses cheveux argentés accrochaient la lumière de la fenêtre, et pendant un instant, je n'ai pas vu l'homme qui m'avait élevé, mais l'homme qui m'avait appris ce que le silence pouvait coûter. Quand il a parlé, la pièce a frémi. Elle est une honte pour cette famille. Les mots ont fendu l'air comme des coups de feu. Une femme à l'arrière a tressailli. Un homme à côté d'elle a chuchoté quelque chose dans sa barbe. Je n'ai pas bougé. Mes mains étaient jointes lâchement devant moi, ma posture droite, inébranlable. Des années de service m'avaient entraîné au chaos, au rugissement des hommes qui confondaient le volume avec le pouvoir. Mais rien ne m'avait préparé à la façon dont sa voix, la voix de mon propre père, résonnait comme un verdict à l'intérieur de mes côtes. Je pouvais sentir chaque œil dans la pièce ramper sur moi, attendant que je m'effondre. Mais je l'avais déjà fait il y a longtemps, silencieusement, de manière que personne n'avait vu. Les planches de bois sous mes chaussures étaient marquées, le vernis usé par des générations de bottes. Je les fixais, traçant les fissures comme je traçais autrefois les lignes sur les mains de ma mère. Quelque part entre ces grains de bois se trouvaient les vestiges d'une famille qui avait éclaté depuis longtemps, mon père, mon frère et la femme qui avaient essayé de nous maintenir ensemble jusqu'à ce que son propre cœur lâche. Le juge, Richard Avery, était assis à la barre, immobile. Il était plus âgé, avec ce genre de calme qui vient du fait d'avoir trop vu. Il a soulevé ses lunettes, étudiant mon père comme on étudie un homme qui s'apprête à courir à sa propre perte. Le silence s'est étiré jusqu'à sembler vivant, pressant contre les murs. Puis sa voix, basse et délibérée, l'a transpercé. « Monsieur, vous ne savez vraiment pas, n'est-ce pas ?» Le son est tombé lourdement, comme un marteau avant le marteau. Les spectateurs ont bougé, incertains, jetant des regards entre nous. La mâchoire de mon père s'est contractée. La confusion a traversé son visage pendant une fraction de seconde. Et dans cette seconde, quelque chose en moi a basculé, aussi. Pendant des années, il avait construit sa propre vérité à partir d'arrogance et d'autorité, à partir du genre de certitude qui ne laisse aucune place à l'amour. Et pendant des années, je l'avais laissé faire. J'avais appris à être assez petite pour ne pas le menacer, assez silencieuse pour ne pas le mettre en colère. Mais debout là, dans ce tribunal qui sentait le sel et le vieux bois, j'ai réalisé quelque chose de simple et d'irrévocable, il n'avait plus le pouvoir de nommer qui j'étais. Les paroles du juge restaient suspendues dans l'air, sans réponse. Mon père s'est redressé, essayant de retrouver sa contenance. Il ne le voyait pas encore le basculement, le lent dénouement du récit qu'il portait depuis des décennies. Je pouvais sentir mon rythme cardiaque régulier, lent et délibéré, le rythme de l'océan, le rythme de la résolution. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'un testament. Il ne s'agissait pas d'argent, de terre ou même du nom sur la porte de l'entreprise familiale. Il s'agissait de vérité, celle qu'il avait enterrée sous l'orgueil et le déni.
Il s'agissait d'un homme qui avait passé sa vie à m'enseigner le sens de l'honneur sans jamais le vivre lui-même. Et bien qu'il ne le sache pas encore, ce tribunal serait l'endroit où cette contradiction prendrait fin. À l'extérieur, le cri lointain d'un goéland a percé l'air. À l'intérieur, personne ne parlait. La pièce retenait son souffle. Le regard du juge s'est attardé sur mon père, attendant. Mon père n'a rien dit. Il ne le pouvait pas. Et moi? Je restais immobile, sentant le changement sous ma peau, la certitude tranquille que tout ce qu'il croyait sur le contrôle, sur la domination, sur la famille, commençait déjà à s'effondrer. Il ne le savait tout simplement pas encore. Charleston ne sentait jamais le sucre ou les foires d'été. Elle sentait le sel, le pétrole et la peinture qui s'accrochaient aux coques des vieux bateaux de pêche. Mon enfance avait le même goût, rude, métallique, toujours un peu amer. La maison au bord de la rivière était plus un atelier qu'un foyer, rempli du bruit des moteurs et du rythme des ordres de mon père. Thomas Hart vivait selon des règles gravées dans le fer. Il les citait comme certains hommes citent les Écritures, discipline, obéissance, héritage. Il construisait des bateaux et élevait ses enfants de la même manière en martelant jusqu'à ce qu'ils gardent leur forme. L'enseigne de l'entreprise au-dessus du quai indiquait « T. Hart et fils », et chaque fois qu'il la montrait du doigt, il accentuait ce dernier mot comme une prière dont il ne savait pas qu'elle excluait la moitié de sa famille. Mon frère, Rowan, s'intégrait parfaitement dans ce monde. Il était stable, facile à contenter, le genre de fils qui savait répondre « Oui, monsieur », avant même que la question ne soit terminée. Il portait la fierté de notre père comme une médaille. Pas moi. J'étais la question qui ne cessait de se poser, celle qui préférait les livres au plan, les affaires judiciaires au courant. Je voulais comprendre comment les choses fonctionnaient, pas seulement répéter comment elles avaient toujours été faites. Pour mon père, cette curiosité n'était pas une force, c'était de la défiance habillée de politesse. Un après-midi humide, j'étais assise sur le quai, lisant à l'ombre d'un voilier à moitié construit. Mon père est passé devant moi, a remarqué le livre ouvert sur mes genoux, et d'un mouvement rapide, il l'a saisi et l'a jeté dans la rivière. L'éclaboussure fut nette. Finale. Tu te noieras dans tes propres questions un jour, dit-il. Il s'est retourné vers l'atelier, ses bottes résonnant sur les planches. J'ai regardé le livre couler, l'eau avalant les mots un par un jusqu'à ce qu'il ne reste que des rides. Ce soir-là, ma mère est venue dans ma chambre. L'air sentait encore légèrement le vernis et la pluie. Elle a posé une tasse de thé ébréché sur ma table de chevet, comme elle le faisait toujours quand elle voulait dire quelque chose sans que mon père ne l'entende. Sa voix était douce, posée. Ton père ne sait pas comment parler aux choses courageuses. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire alors. Mais des années plus tard, après l'avoir vue rester silencieuse dans chaque dispute, après l'avoir vue se faire plus petite chaque fois qu'il élevait la voix, j'ai réalisé qu'elle ne parlait pas du tout de moi. 1 an plus tard, une lettre est arrivée d'Annapolis. L'enveloppe portait le sceau de l'Académie navale des États-Unis. Ma main tremblait quand je l'ai ouverte. Accepté. Une bourse complète. J'ai pensé que, pour une fois, il pourrait être fier. Ce soir-là, au dîner, j'ai fait glisser la lettre sur la table. Rowan semblait impressionné. Pas mon père. Il a fini son repas en silence, a posé sa fourchette et s'est levé. Sa voix était encore plus froide que tout ce que j'avais entendu. La place d'une femme est à terre, pas à commander des hommes en mer, personne n'a bougé. Le seul son était le ronronnement du réfrigérateur et le léger grincement du quai à l'extérieur. Il a quitté la pièce sans me regarder. La main de ma mère a plané au-dessus de la mienne, légère comme la poussière sur la table, mais elle n'a pas parlé. Elle n'en avait pas besoin. Le lendemain matin, avant l'aube, j'ai préparé un seul sac de sport. Mon père n'est pas descendu. La maison sentait le café et le silence. Ma mère m'a suivi sur le porche, son peignoir serré contre la fraîcheur du matin. Elle a pressé un billet plié 2 de 50 dans ma paume avec une petite photographie de la rivière derrière notre maison. Les bords étaient usés à force d'avoir été manipulés. Voilà où ta force est reconnue, elle, chuchota-t-elle. Je voulais la serrer dans mes bras, mais je ne l'ai pas fait. Dans notre maison, l'amour vivait dans les petits gestes, pas dans les grands. Je me suis tourné vers l'arrêt de bus au bout de la route. Le ciel était pâle, l'horizon baigné de cette lumière gris-bleu qui n'arrive qu'avant le lever du soleil. Quand j'ai regardé en arrière, elle était toujours là, une main levée, l'autre agrippant son peignoir comme si c'était tout ce qui la maintenait debout.
C'était la dernière fois que j'entendais sa voix sans les murs d'un hôpital entre nous. Le bus a démarré, et la ville a disparu derrière le tournant de la rivière. Je me souviens avoir pensé que partir me libérerait enfin de lui, de tout cela, le bruit, les ordres, le poids d'un nom gravé dans chaque bateau et chaque attente. Mais la liberté ne vient pas si facilement. Même à des kilomètres de là, je le portais dans ma façon de marcher, dans ma façon de serrer la mâchoire quand quelqu'un doutait de moi, dans ma façon de confondre le silence avec la force. Je ne le savais pas alors, mais chaque question qu'il avait essayé de noyer en moi était toujours vivante, attendant le jour où j'arrêterais de demander pourquoi et commencerais à demander quand. Quand verrait-il enfin ce que j'étais devenu? Quand arrêterais-je de m'en soucier s'il le faisait jamais? Au moment où le bus a atteint l'autoroute, le sel dans l'air avait déjà commencé à s'estomper. Mais son goût restait en moi, logé profondément dans ma gorge, de la même manière que la vérité quand on vous a dit trop longtemps de ne pas la dire. Les lettres ont commencé à arriver le mois où j'ai quitté Charleston. Elles étaient toujours dans les mêmes enveloppes bleu pâle, l'écriture bouclée de ma mère régulière sur le devant. Je pouvais la sentir avant même de les ouvrir, la trace légère de sel marin, de savon à la lavande et quelque chose de chaud qui me rappelait la maison. Elle écrivait sur les petites choses, les fleurs sauvages qui poussaient le long de la clôture derrière la maison, comment les goélands s'approchaient quand les marées devenaient chaudes, comment Rowan s'était fiancé avec une fille de Savannah. Elle terminait toujours par la même ligne, ton père travaille encore tard. Il va bien. Mais elle n'a jamais écrit qu'il demandait de mes nouvelles, parce qu'il ne le faisait pas. Je lisais chaque lettre attentivement, puis je la pliais en trois et la glissais dans la boîte en fer blanc que je gardais sous ma couchette. Chaque fois que j'ouvrais cette boîte, j'avais l'impression d'entrouvrir une porte que je n'étais pas sûr de vouloir franchir. Il y avait une lettre que je n'ai jamais ouverte. La dernière. Elle est arrivée le jour de mon anniversaire, enveloppée dans du papier brun, scellée plus hermétiquement que les autres. Je l'ai portée à travers 3 déploiements, 2 transferts et 12 bases différentes. Le papier a jauni, les coins se sont pliés, mais je n'ai jamais brisé le sceau. Certaines choses, me disais-je, on ne les lit pas tant qu'on n'est pas prêt à pardonner. Les années se sont brouillées entre les missions, les dossiers et le rythme de l'uniforme. J'ai appris à garder ma voix ferme quand la pièce tremblait. J'ai appris à argumenter les faits sans laisser l'émotion s'échapper. En tant qu'avocate du JAG, je parlais pour ceux qui ne le pouvaient pas, je me battais pour des soldats qui n'avaient personne d'autre pour se tenir à leur côté. Ce faisant, je suis devenu quelque chose que mon père n'aurait jamais toléré, une femme dont la voix avait du poids. Parfois, tard le soir, je pensais à la façon dont il réagirait s'il me voyait au tribunal, contre-interrogeant un colonel 2 fois plus âgé que moi ou plaidant devant un conseil d'enquête militaire. Il disait que les femmes ne pouvaient pas diriger les hommes. J'avais construit une carrière en lui prouvant qu'il avait tort, même s'il ne le saurait jamais. Puis, un soir, l'appel est arrivé. J'examinais des dossiers de cas dans un bureau de la base à San Diego quand le téléphone a sonné. La voix de l'infirmière était douce, hésitante, presque désolée. Votre mère est à l'hôpital. C'est sérieux. J'étais sur le prochain vol pour rentrer. L'air de Charleston m'a frappé comme un souvenir, lourd et épais de sel, s'accrochant à mon uniforme alors que je franchissais les portes coulissantes de l'hôpital. Je l'ai trouvé dans une chambre étroite donnant sur les marais. Les machines bourdonnaient. La lumière de la fenêtre rendait sa peau pâle, mais quand ses yeux se sont ouverts, elle a souri. Mon aile, tu es venu. Sa voix n'était guère plus qu'un souffle, mais elle portait la même chaleur qu'autrefois. J'ai pris sa main. Elle était froide mais ferme. Je suis resté pendant 2 semaines. Je lisais à haute voix ses livres préférés, j'ajustais les oreillers, je regardais la marée depuis sa fenêtre. Nous parlions du jardin, de la maison, des fiançailles de Rowan. Nous ne parlions jamais de mon père. Il n'est venu qu'une fois, s'est tenu sur le seuil, m'a fait un signe de tête et n'a rien dit. Même alors, il ne pouvait pas se résoudre à nous regarder ensemble. Quand elle est morte, ce fut calme. Le genre de silence qui ne s'arrête pas, il s'installe. Je me souviens du son du moniteur cardiaque qui s'est arrêté, de l'infirmière chuchotant des condoléances, et de la façon dont mon père se tenait au pied du lit, les bras croisés, les yeux secs. À l'enterrement, il ne m'a pas pris la main. Quand ce fut fini, il a marché à mes côtés en descendant les marches de l'église et a dit, presque poliment, tu peux retourner à ta Navy maintenant. Ce n'était pas de la cruauté. C'était du dédain, la seule langue qu'il connaissait. J'ai quitté Charleston le soir même. Je me suis dit que je ne reviendrai plus, mais le chagrin ne reste pas là où on le laisse. Il voyage silencieux,
patient, attendant le prochain coup à la porte. 3 mois plus tard, ce coup est arrivé. J'étais dans mon bureau quand l'appel de Gregory Miles est arrivé. Il était l'avocat de ma mère depuis des années. Le genre d'homme qui utilisait encore un stylo plume et croyait que la vérité devait toujours être écrite. Sa voix était basse et délibérée, de la façon dont les gens parlent quand ils savent que les nouvelles qu'ils portent vont réorganiser le sol sous vos pieds. Votre mère a changé son testament avant de mourir, dit-il. La moitié de la succession vous revient. Votre père le conteste. Pendant un long moment, je n'ai rien dit. Les mots ne s'emboîtaient pas. Ma mère, prudente jusqu'à la fin, avait laissé quelque chose non pas seulement en fiducie, mais par défi un dernier acte de rébellion silencieuse contre un homme qui nous avait fait taire toutes les deux de différentes manières. Quand j'ai finalement parlé, ma voix m'a surprise. Elle était calme, presque ferme. Pourquoi? Grégory a hésité. Puis il a dit, parce qu'elle voulait que vous ayez quelque chose à votre nom, quelque chose qu'il ne pouvait pas vous enlever. La ligne est redevenue silencieuse, mais je pouvais en ressentir le poids. La vérité que l'amour laisse parfois en secret, non par peur, mais par miséricorde. Ce soir-là, j'ai retrouvé la boîte en fer blanc. Je l'ai vidée, étalant chaque lettre sur le lit. L'encre avait pâli, mais ces mots semblaient encore vivants. Et au fond, cette dernière lettre non ouverte me fixait, le sceau intact. Je l'ai tenue dans mes mains pendant un long moment. Dehors, la pluie tapait contre la fenêtre, douce et persistante. J'ai pensé à la maison au bord de la rivière, au son de la voix de mon père, à la façon dont elle lissait mes cheveux quand il ne regardait pas. Pendant des années, elle avait essayé de nous protéger tous les deux de lui, moi de sa déception, lui de son propre reflet. Et à la fin, elle l'avait fait à nouveau, laissant derrière elle un document qui parlait plus fort qu'elle ne l'aurait jamais pu de son vivant. La moitié de la succession. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de reconnaissance, de dire « je te vois », même si lui ne le fait jamais. J'ai replacé la lettre non ouverte dans la boîte, fermé le couvercle et laissé le silence s'étirer autour de moi. Quelque part dans ce silence, j'ai senti sa présence, non comme un réconfort, mais comme une promesse. Elle avait tracé une ligne que mon père essaierait d'effacer. Et que je le veuille ou non, je savais que je devrais la défendre. La première guerre que j'ai jamais menée n'était pas en uniforme. Elle avait commencé dans cette maison au bord de la rivière. Et cette fois, je n'avais pas l'intention de perdre. 3 mois après les funérailles, juste au moment où je me préparais à retourner à la base de San Diego, une épaisse enveloppe est arrivée à mon adresse temporaire. Mon nom était tapé en caractères gras, et en dessous, les mots qui m'ont glacé le sang, Thomas Hart C. Eleanor Hart, contestation de testament. Pendant un moment, je l'ai juste fixé, mon pouce traçant le bord du papier. Les lettres semblaient irréelles, comme si elles appartenaient à une autre famille. Puis je l'ai ouverte, et c'était là, noir sur blanc. Mon père me poursuivait en justice. Il n'y eut pas de colère au début, juste une incrédulité étrange et vide. L'homme qui m'avait appris à saluer, à ne parler que lorsqu'on m'adressait la parole, l'homme qui avait passé sa vie à assimiler le contrôle à l'amour, avait maintenant transformé cette même discipline en arme. Selon le protocole de la Navy, tout officier du JAG impliqué dans un litige civil devait soumettre son dossier de service au tribunal. J'ai suivi les ordres. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. Je n'avais pas réalisé que ce dossier, le compte rendu de mes années passées à me battre pour les autres, deviendrait la preuve même qu'il utiliserait pour se battre contre moi. Charleston m'a accueilli avec sa chaleur estivale suffocante habituelle. L'air était lourd d'odeur d'algues et de sel. J'ai loué un petit appartement près de la rivière Ashley, à quelques pâtés de maison de l'endroit où la maison semblait autrefois être un foyer. Les habitants étaient déjà au courant. Charleston était petite en ce sens, les potins circulaient plus vite que la marée. Au café près du port, je surprenais les regards, les chuchotements. La fille de la Navy est de retour. Elle veut l'argent de sa mère, disait-il. Il le disait comme si j'étais venu pour voler, et non pour défendre ce qui m'appartenait. Dans une ville comme celle-ci, la réputation était une monnaie d'échange, et mon père en possédait encore la majeure partie. Le bureau de Gregory Miles n'avait pas beaucoup changé depuis mon enfance. Les mêmes murs de briques, les mêmes livres de droit poussiéreux, la même odeur de vieux papier et de cire au citron. Il s'est levé à mon entrée, son visage marqué par les années et la sympathie. Il a posé un dossier épais sur le bureau entre nous. Son ton était mesuré, prudent, comme s'il me préparait à un impact.
Votre père prétend que votre mère n'était pas saine d'esprit lorsqu'elle a révisé son testament. J'ai senti ma mâchoire se serrer. J'ai laissé échapper un court rire sans joie. Il la traite d'instable maintenant. C'est nouveau. Les yeux de Grégory ont vacillé. De la pitié, peut-être des regrets. Il a également hypothéqué l'entreprise des mois avant son décès. Si cela devient public, cela le ruinera réputation, entreprise, et peut-être même la maison. Cela m'a frappé alors avec une clarté presque physique. Il ne s'agissait pas d'héritage. Il s'agissait de domination, de garder le contrôle même quand la personne qu'il avait passé sa vie à contrôler n'était plus là. Il n'essayait pas de protéger sa mémoire, il protégeait son nom. La voix de Grégory s'est adoucie. Il ne se bat pas seulement contre vous, elle. Il se bat contre la vérité de qui était votre mère. J'ai hoché la tête lentement et silencieusement. Alors nous laisserons la vérité parler d'elle-même. Alors que nous passions les documents en revue, Grégory s'est arrêté, le sourcil froncé, en sortant une enveloppe scellée du fond d'une pile étiquetée d'une écriture légère, Art, confidentielle. Elle n'était pas enregistrée dans l'index du tribunal. Sa secrétaire jurait ne pas l'avoir vue auparavant. Nous l'avons ouverte avec précaution. À l'intérieur se trouvait un brouillon manuscrit du testament de ma mère, daté de quelques jours seulement avant sa mort. Son écriture était claire, délibérée, chaque lettre était nette. Elle avait su exactement ce qu'elle voulait, la moitié de la succession pour moi, l'autre moitié pour mon frère. Pas de confusion, pas d'instabilité. Mais la page de signature, son sceau d'empreinte digitale, était taché, presque effacé. Grégory a froncé les sourcils. Ça ne devrait pas ressembler à ça, murmura-t-il. Quelqu'un a essayé de le modifier. Un frisson m'a parcouru. L'odeur de l'air marin à l'extérieur est devenue acide dans ma bouche. Quelqu'un avait touché à la dernière chose que ma mère ait jamais écrite, et je n'avais pas besoin de deviner à qui cela profiterait. Nous n'avons pas parlé pendant un long moment. Le bruit du ventilateur au plafond remplissait la pièce, lent et rythmique. Finalement, j'ai dit doucement, il est en train de la réécrire même après son départ. Grégory a expiré par le nez. Alors nous nous assurons que sa voix soit plus forte. Ce soir-là, je suis passé devant le chantier naval familial. L'enseigne indiquait toujours, Art et fils, la peinture blanche s'écaillait mais l'arrogance était intacte. À l'intérieur, les lumières étaient allumées. À travers la fenêtre, j'ai vu mon père assis à son vieux bureau en bois, celui-là même où il me faisait rester immobile pendant qu'il me faisait des discours sur le devoir. Je suis entré. L'odeur de sueur et de vernis m'a frappé comme un souvenir. Il n'a pas levé les yeux tout de suite. Sa plume grattait le papier toujours au travail, toujours en contrôle. Quand il a enfin parlé, son ton était plat, presque répété. Tu peux encore t'en aller, Éléanore, avant d'embarrasser davantage cette famille. Sa voix avait ce même mélange de commandement et de mépris qu'elle portait toujours. Je me suis souvenu d'avoir eu 16 ans, de m'être fait dire de ne pas répondre, de connaître ma place. Mais je n'avais plus 16 ans. Je me tenais sur le seuil, calme, stable, ma voix basse. L'embarras n'est pas héréditaire, papa. C'est un choix. Pour la première fois, il a levé les yeux vers moi. Sa mâchoire s'est contractée, ses yeux se sont rétrécis, ce regard aigu de marine qui faisait autrefois reculer les hommes adultes. Puis son poing s'est abattu sur la table. Le bruit a claqué dans l'air, faisant trembler les papiers et les outils. Aucun de nous n'a parlé après cela. Le silence entre nous n'était plus construit sur la peur, il était construit sur la reconnaissance. Je me suis détourné pour partir. La nuit à l'extérieur était épaisse du chant des grillons et du lent clapotis des vagues contre le quai. L'air portait la même douleur que ma poitrine, serré, lourd, mais éveillé. En m'éloignant, j'ai réalisé que ce combat n'était pas nouveau. Il avait commencé il y a des années, la première fois que j'avais osé le remettre en question, la première fois que j'avais décidé d'être quelqu'un qu'il ne pouvait pas façonner. Il avait passé une vie entière à construire des bateaux assez solides pour survivre à n'importe quelle marée, mais il n'avait jamais appris comment affronter la vérité. Et maintenant, pour la première fois, il allait faire face à une tempête qui portait son propre nom de famille. 2 semaines avant l'audience, l'air à Charleston était devenu épais et agité, comme si toute la ville savait qu'une tempête approchait. J'étais assise près de la fenêtre de la petite chambre que j'avais louée, le bruit de la rivière étouffé par le ronronnement régulier du ventilateur. Lorsqu'on a frappé à la porte, Grégory se tenait là, sa chemise humide par la chaleur, une petite boîte glissée sous le bras. Il l'a posée sur la table sans un mot.
Ses yeux avaient le même regard qu'il portait le jour où il m'avait parlé du testament, prudent, pesant, comme s'il savait déjà ce qu'il m'en coûterait de voir cela. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une clé USB étiquetée de l'écriture de ma mère, pour Eleanor, privée. L'étiquette seule m'a serré la gorge. Mes mains tremblaient légèrement alors que je la branchais sur mon ordinateur. L'écran a vacillé, puis s'est stabilisé sur une image qui m'a coupé le souffle. Elle était assise près de la fenêtre de son bureau, la lumière tombant sur ses épaules, ses cheveux plus clairsemés que dans mon souvenir. Elle semblait fragile, mais ses yeux étaient toujours vifs. Quand elle a parlé, sa voix portait ce ton doux et délibéré qui obligeait toujours les gens à écouter. Si tu regardes ceci, cela signifie que ton père a encore transformé sa colère en armure. Ne te bats pas contre lui pour te venger. Batte-toi pour la vérité. Sa voix a légèrement tremblé sur le dernier mot, mais elle n'a pas détourné le regard de la caméra. Le bruit des vagues en arrière-plan, provenant probablement du marais devant sa fenêtre, remplissait le silence entre ses respirations. Je pouvais entendre mon propre cœur sombrer avec elle régulier, douloureux. Quand la vidéo s'est terminée, je suis resté assise là, fixant l'écran noir. La voix de Grégory était calme, presque recueillie. Cette vidéo seule pourrait mettre fin à l'affaire. Mais j'en savais plus. Ce n'était pas seulement une preuve. C'était un message, une dernière part d'elle-même qu'elle avait laissée derrière elle, pas pour m'aider à gagner, mais pour s'assurer que je ne me perde pas en chemin. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de rejouer sa voix dans ma tête, chaque syllabe se gravant en moi. Je voulais croire que je pouvais suivre son conseil, que je pouvais me battre pour la vérité plutôt que pour la vengeance. Mais la vérité et la vengeance commençaient à se ressembler. Le lendemain après-midi, on a frappé à nouveau à la porte. Cette fois, c'était Rowan. Il semblait plus petit, d'une certaine manière, comme quelqu'un qui portait un poids qu'il ne pouvait pas poser. Il n'a pas croisé mon regard. Il m'oblige à témoigner contre toi, dit-il doucement. S'il perd, tout s'effondre. L'entreprise, la maison, sa réputation. Il dit que tu as manipulé maman. J'ai senti un sourire amer étirer mes lèvres. Et tu crois ça? Rowan a hésité. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, puis se sont refermées. Je ne sais plus quoi croire. C'était le problème avec Rowan. Il n'était jamais cruel, juste faible. Et dans notre famille, la faiblesse n'était pas pardonnée, elle était punie. Quand il est parti, je suis resté assise en silence, fixant la chaise vide qu'il venait de quitter. La vérité, c'est que je ne le détestais pas. Je le plaignais. Il essayait encore de survivre dans le monde de mon père, où la loyauté comptait plus que la conscience. Mais j'avais déjà quitté ce monde une fois. Je n'y retournais pas. Plus tard dans la nuit, j'ai ouvert la vieille boîte de photos que j'avais prise dans les affaires de ma mère. La majeure partie était remplie des choses habituelles, anniversaires, pique-niques familiaux, sourires figés. Mais près du fond, pliée en deux, se trouvait une photographie qui m'a glacé. Elle datait de ma première cérémonie de remise de diplôme du JAG. J'étais debout en uniforme, ma mère à mes côtés, sa main sur mon épaule. Elle rayonnait. Dans le coin de la photographie, écrit de son écriture familière, se trouvaient les mots « Il ne comprendra jamais cet uniforme, mais c'est la partie la plus vraie de toi. » J'ai tracé l'encre avec mon doigt. Le papier était doux avec l'âge, les lettres tachées par endroits. Une larme est tombée sur la photo avant que je ne m'en aperçoive. Pendant des années, je m'étais battu pour eux, pour son approbation, pour sa mémoire, pour le nom de famille. Mais alors que j'étais assise là, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas osé admettre auparavant, je ne m'étais jamais battu pour moi-même. Le lendemain matin, Grégory est arrivé avec une nouvelle enveloppe. Il semblait à la fois confus et inquiet. Elle avait été livrée anonymement à son bureau. À l'intérieur se trouvait une copie de la police d'assurance vie de ma mère, signée une semaine avant sa mort. Au bas du document se trouvait une déclaration médicale la déclarant saine d'esprit et en pleine possession de ses moyens. Il n'y avait ni nom, ni adresse, aucun indice sur l'expéditeur, juste une petite note griffonnée d'une main différente, elle savait. J'ai retourné le papier, lisant les mots encore et encore. Elle savait. Ma mère avait su ce qui allait arriver. Elle avait su qu'il se battrait, qu'il déformerait ses dernières volontés en quelque chose de laid, et elle s'y était préparée. Cette réalisation m'a fait frissonner. Le chagrin m'avait fait penser à elle comme à une victime.
Mais peut-être était-elle tout autre chose. Peut-être était-elle l'architecte silencieuse de la vérité qu'il ne pouvait pas enterrer. Ce soir-là, alors que j'essayais de comprendre ce que tout cela signifiait, mon téléphone a sonné. La voix à l'autre bout était inconnue, tremblante. Mademoiselle Hart? Vous ne me connaissez pas. Je travaillais au bureau du greffier du comté. Je me suis redressé, mon pouce accélérant. Certains dossiers de l'affaire de votre mère ont été remplacés le lendemain de ses funérailles. Vérifiez la page des témoins. La ligne a coupé avant que je ne puisse demander quoi que ce soit d'autre. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai consulté la copie numérisée du testament et j'ai zoomé sur la section des témoins. La signature qui s'y trouvait ne correspondait pas à celle du brouillon manuscrit que Grégory avait trouvé. Des boucles différentes, une pression différente. Mon estomac s'est noué. Le nom inscrit était celui de Carole Minton, l'ancienne comptable de mon père, une femme dont je me souvenais vaguement lors de dîners d'enfance au chantier naval, toujours calme, toujours nerveuse. Elle est morte dans un accident de voiture peu après les funérailles. La coïncidence était trop parfaite pour en être une. Je suis resté assise là pendant un long moment, fixant son nom, sentant le froid me glacer l'échine. Il l'avait fait, ou quelqu'un l'avait fait pour lui. Quoi qu'il en soit, la vérité de ma mère avait été falsifiée, déformée, enterrée sous le même genre de silence qu'il avait toujours utilisé pour nous faire marcher au pas. Quand j'ai enfin levé les yeux de l'écran, l'horloge indiquait plus de minuit. L'air était encore lourd et j'entendais le léger bruissement de la rivière à l'extérieur. J'ai pensé aux paroles de ma mère dans la vidéo, ne te bats pas contre lui pour te venger. Batte-toi pour la vérité. J'avais pensé que la vérité serait nette, mais je la voyais maintenant pour ce qu'elle était, un champ de bataille. En fermant mon ordinateur portable, mon reflet me fixait dans le verre sombre, des yeux fatigués, une mâchoire serrée, le fantôme d'une femme qui ressemblait beaucoup trop à sa mère. L'affaire n'était plus une question d'héritage. Ce n'était même plus une question de justice. C'était une question d'honneur. Sa version à lui était bâtie sur le contrôle. La mienne sur la vérité. Deux significations différentes, deux armes différentes. Et bientôt, les deux seraient testés dans le seul endroit qui portait encore notre nom de famille, la salle d'audience. 2 semaines avant l'audience, Charleston s'est réveillé avec le visage de mon père à la une, un vétéran local défend l'héritage familial contre sa fille éloignée. La photo avait été prise au chantier naval. Lui, se tenant droit à côté de l'un des bateaux, la main sur la hanche, la mâchoire serrée comme un homme gardant la dernière chose qu'il possède. En dessous, la citation frappait fort, « Ma fille sert la marine, pas sa famille ». Ce n'était pas seulement un titre. C'était une déclaration de guerre. Il ne plaidait plus au tribunal, il ralliait la ville à sa cause. J'ai fixé le journal jusqu'à ce que les mots deviennent flous. La vieille douleur familière est revenue, la même sensation que j'éprouvais enfant chaque fois qu'il transformait sa déception en sermon. Les gens de Charleston l'aimaient. Il était leur symbole de discipline et de fierté. Et maintenant, j'étais la traîtresse revenue à la maison pour mettre ce symbole en pièces. À midi, je me tenais devant la vieille maison en bois au bord de la rivière, celle qui sentait encore le vernis, le sel et les peurs de l'enfance. Les planches ont craqué sous mes pas. La poussière flottait dans la lumière du soleil comme de la fumée. Il était là, à la table de la cuisine, en train de nettoyer son vieux fusil. Chaque mouvement était délibéré, contrôlé. Il tendait toujours la main vers cette arme lorsqu'il se sentait menacé. Non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'elle lui rappelait qui il était autrefois. L'air était épais, en attente. J'ai rompu le silence la première. Je ne suis pas venu pour me disputer. Il n'a pas levé les yeux. Alors tu es venu pour perdre. Sa voix était calme, presque basse, ce qui rendait les choses pires. Je me tenais là, le pouls régulier mais la gorge serrée. Tu m'as appris l'honneur, papa. Mais tu as oublié ce que cela signifie. Il a enfin croisé mon regard. Il n'y avait aucune douceur, juste le tranchant d'un homme qui avait construit toute sa vie autour du contrôle. Tu as appris l'obéissance. Ce n'est pas de l'honneur. Non, j'ai appris la discipline. Il y a une différence, sa main s'est figée sur le fusil, ses phalanges sont devenues blanches. Tu embarrasses la mémoire de ta mère. J'ai pris une inspiration qui semblait pouvoir me briser. Non, papa. C'est toi qui l'effaces. Les mots l'ont frappé comme une gifle. Son visage s'est crispé et, pendant un instant,
j'ai vu quelque chose derrière la colère de la peur, peut-être mais cela a disparu tout aussi vite. Il s'est levé, sa mâchoire se contractant, puis le fracas a retenti. La tasse de café a frappé le mur, volant en éclats, les morceaux s'éparpillant sur le sol comme une douzaine d'arguments inachevés. Je n'ai pas tressailli. Quand je me suis tourné vers la porte, j'ai senti son regard brûler mon dos, mais je ne me suis pas retourné. J'ai refermé la porte doucement derrière moi et je suis resté sur le perron, l'odeur du café et de l'huile pour arme imprégnant mes vêtements. Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que je n'avais plus peur de lui. Je n'étais pas non plus en colère. J'étais simplement désolé. Désolé qu'il préfère tout briser plutôt que d'admettre qu'il ne savait pas comment aimer ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Le téléphone a sonné au moment où j'atteignais ma voiture. La voix de Grégory est parvenue, tendue mais assurée. L'affaire a une nouvelle attribution de juge. Richard Avery. Je me suis figé. Le nom a frappé comme un courant électrique. Le même Avery qui a servi avec ma mère? Exactement. Il est connu pour être juste, mais il se souvient d'elle. Un frisson étrange m'a parcouru. Pas de l'effroi, pas du soulagement, juste quelque chose d'électrique. La femme que mon père avait essayé d'effacer de chaque souvenir était maintenant la raison pour laquelle la balance pourrait enfin pencher du côté de la justice. Cette nuit-là, je me suis assise au bord de la rivière devant le motel. L'eau était calme, la surface scintillant sous les lampadaires jaunes. J'ai ouvert le vieux carnet de ma mère, celui que Grégory avait trouvé parmi ses dossiers. Les pages sentaient légèrement l'air marin et l'encre. Vers le milieu, son écriture s'étalait sur le papier, la loi protège la vérité. L'amour protège les personnes qui la disent. J'ai passé mon pouce sur les mots, entendant à nouveau sa voix douce mais inflexible. Je comprenais maintenant. Demain ne serait pas seulement une question de propriété ou de définition juridique. Ce serait pour sa mémoire, pour prouver qu'elle avait vécu et qu'elle était morte avec son esprit et sa dignité intacte. L'affaire n'était pas une question de richesse. C'était une question de témoignage, de vérité survivant à l'homme qui avait tenté de la réécrire. Le vent s'est levé, apportant une odeur de sel et de pluie. J'ai regardé l'eau sombre, sachant que quelque part de l'autre côté de cette lutte se trouvait la paix. Mais je devrais traverser le feu pour l'atteindre. Le lendemain matin, une enveloppe glissée sous ma porte m'a réveillé avant l'aube. Pas d'adresse d'expéditeur, aucune marque, sauf mon nom d'une écriture soignée. Je l'ai déchiré. À l'intérieur se trouvait un simple morceau de papier avec une seule ligne écrite à l'encre bleue, « Demande à Rowan ce qui s'est réellement passé la nuit où maman s'est effondrée. » Je l'ai fixé pendant un long moment. Mon pouce est accéléré. L'écriture. Elle était étrangement familière, arrondie, gracieuse, presque comme la sienne. Pendant une fraction de seconde, l'air a quitté mes poumons. J'ai saisi mon téléphone et j'ai appelé Rowan. Pas de réponse. J'ai rappelé. Toujours rien. Quiconque avait envoyé cette note savait quelque chose. C'était peut-être lui. C'était peut-être quelqu'un d'autre. Mais qui que ce soit, il venait d'entrouvrir une porte dont j'ignorais l'existence. J'ai posé la note sur la table, le papier tremblant légèrement sous le courant d'air de la fenêtre. Si c'était vrai, s'il y avait plus dans cette nuit-là que ce qu'on nous avait dit, cela signifiait que tout le fondement de la défense de mon père pourrait s'effondrer. L'écriture me hantait. J'ai repris la note, la tenant face à la lumière chaque boucle, chaque inclinaison. La main de ma mère ressemblait à cela, précise, mesurée, une main d'enseignante. Mais elle n'était plus là. Pourtant, une partie de moi ne pouvait chasser le sentiment qu'elle était toujours ici, me guidant comme elle l'avait toujours fait silencieusement, invisiblement, juste assez pour me pointer vers la vérité. La rivière à l'extérieur ondulait sous le vent, le courant se déplaçant plus vite maintenant, poussant vers l'océan. J'ai pensé au titre de ce matin-là, au visage fier et provocateur de mon père en première page. Et pour la première fois, je n'en étais pas en colère, parce qu'au fond de moi, je savais que plus il essayait de crier fort, plus il était proche de perdre le contrôle. Et c'était peut-être cela qui l'effrayait le plus. Pas moi, ni le testament, ni même la vérité. C'était la réalisation que la femme qu'il avait passé sa vie à faire taire avait trouvé un moyen de continuer à parler à travers moi. Et qu'il le veuille ou non, sa voix était sur le point d'être entendue. La nuit précédant l'audience, la pluie est tombée, forte et interminable. Elle brouillait les lampadaires, trempait la mousse suspendue aux chaînes et transformait Charleston en un reflet gris d'elle-même. L'air était lourd de sel et de vent humide,
le genre de temps qui s'insinue dans vos os et y reste. Grégory et moi étions assis dans la chambre du motel, entourés de piles de papiers, de dossiers judiciaires, de rapports médicaux et de copies du testament. Le bourdonnement de la pluie comblait chaque silence entre nous. J'essayais de lire, mais les mots ne se posaient pas. Mon esprit revenait sans cesse à cette note glissée sous ma porte, « Demande à Rowan ce qui s'est réellement passé la nuit où maman s'est effondrée. » Je l'avais appelé 3 fois depuis le matin. Pas de réponse. Maintenant, alors que l'horloge dépassait 10 heures, j'ai réessayé. La ligne a cliqué. Puis sa voix est parvenue, ténue et tremblante. Elle, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Dis-moi. Cette nuit-là, quand maman s'est effondrée, papa m'a dit de ne pas t'appeler. Il a dit que tu avais ta propre vie maintenant, que tu n'avais pas besoin de revenir. La pièce a légèrement vacillé. J'ai serré le téléphone plus fort, mes phalanges devenant blanches. Tu lui as obéi? Je ne voulais pas aggraver les choses. Je pensais qu'elle se rétablirait. Pendant un instant, tout ce que je pouvais entendre était la pluie frappant la fenêtre violemment, comme une centaine de petits points. Quand j'ai parlé, ma voix était faible. Rowan, elle est morte en pensant que je m'en fichais. Sa respiration s'est saccadée à l'autre bout. Il m'a dit qu'elle ne voulait pas te voir. Je l'ai cru. J'ai eu tort. Il ne restait plus rien à dire. Le son entre nous était celui du regret, mince, fragile, trop tard. Quand l'appel a pris fin, je suis resté assise dans le silence qui a suivi, le genre de silence qui presse contre vos côtes jusqu'à ce qu'il devienne douloureux de respirer. Mon père n'avait pas seulement volé son testament, il avait volé ma dernière chance de lui dire adieu. On a frappé à la porte. Grégory est entré, l'eau s'égouttant de son manteau, tenant une chemise cartonnée. Il l'a posée sur la table. Un nouveau document vient d'arriver, a-t-il dit doucement. L'hôpital a enfin publié le dossier médical complet de ta mère. À l'intérieur se trouvait une seule page, propre, officielle, impossible à contester. Mes yeux ont parcouru les lignes, la patiente est restée alerte et cohérente jusqu'à l'arrêt cardiaque. A demandé à plusieurs reprises que sa fille soit contactée. Communication refusée par le représentant de la famille. La signature en bas m'a glacé, Thomas Hart. Mon père avait signé le formulaire qui refusait la dernière demande de ma mère. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. La colère qui m'avait suivi pendant des années n'était plus là. Ce qui l'a remplacé était pire, le vide. Un espace creux où quelque chose de sacré avait été arraché. Quand Grégory est parti, je suis resté à table, fixant cette page jusqu'à ce que l'encre se brouille. Puis j'ai fouillé dans la boîte en fer que je transportais depuis des années et j'en ai sorti la dernière lettre non ouverte. Le papier était cassant, jauni sur les bords. Mes mains tremblaient alors que je brisais le sceau. Son écriture était la même que d'habitude, soignée, gracieuse, chaque mot choisi comme si elle savait que ce serait le dernier. S'il tourne un jour sa colère contre toi, défends-toi, mais ne laisse jamais sa haine te définir. Pardonne-lui quand tu le peux, pas quand il le demande. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai plié délicatement, l'aplatissant avec la paume de ma main. Le pardon. Je n'étais pas sûr d'en être encore capable, mais peut-être que le pardon ne consistait pas à le dédouaner. Peut-être qu'il s'agissait de me libérer moi-même du poids de tout ce qu'il avait fait. Dehors, le tonnerre a grondé au loin sur l'eau. Je me suis tenu près de la fenêtre, regardant les lumières du pont Ravenel s'étirer sur le port comme des veines d'or traversant l'obscurité. Le reflet sur l'eau ressemblait à une promesse, lointain, vacillant, mais vivant. Quelque part au-delà de ce pont se trouvait une salle d'audience prête à briser notre nom de famille en deux. Et pour la première fois, je n'avais pas peur de ce qui pourrait s'y passer. À l'aube, la pluie s'était calmée pour devenir une brume. Grégory a frappé à nouveau, cette fois avec un papier serré dans sa main, son expression illisible. Il m'a tendu la page. Un fax. Rowan vient d'appeler le tribunal, a-t-il dit. Il retire son témoignage en faveur de ton père. Je me suis figé. Mon cœur a trébuché, pris entre le soulagement et l'incrédulité. Il l'a fait? Grégory a hoché la tête, son regard s'adoucissant. Il a dit, je ne peux plus mentir, point. Pendant un instant, tout s'est arrêté en moi, le bruit, la douleur, l'épuisement. Puis tout est revenu d'un coup, net et éclatant. Rowan, le fils sur lequel mon père avait bâti son héritage, celui qui avait porté sa fierté comme une bannière, était enfin sorti de son ombre. Cela n'effaçait pas les années de silence,
mais c'était quelque chose. C'était la vérité qui trouvait son chemin à travers les fissures. Je me suis laissé tomber dans la chaise, le fax encore chaud dans mes mains. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai expiré pour de bon. Le combat à venir serait encore brutal, mais pour la première fois, je ne serais pas seul à me tenir dans cette salle d'audience. Ce n'était pas encore la victoire, mais c'était le premier véritable renversement de tendance. Le matin de l'audience était étouffant. Charleston cuisait sous un ciel lourd, l'air épais d'humidité et d'un léger parfum de sel dérivant du port. Les fenêtres du palais de justice étaient entr'ouvertes, mais l'air à l'intérieur semblait encore piégé, vicié et dans l'attente, comme si tout le bâtiment savait qu'il allait être témoin de quelque chose qu'il ne pourrait pas oublier. J'étais assise à la table de la défense, les mains à plat contre le bois, le grain lisse sous mes paumes. Gregory était assis à côté de moi, calme mais alerte, ses notes soigneusement empilées, son stylo parfaitement aligné. De l'autre côté de l'allée, mon père se tenait droit, flanqué de son avocat, Graham Pierce. Même après tout cela, il semblait toujours inébranlable, le menton levé, la mâchoire serrée, la posture d'un homme convaincu que la droiture était une question de prestance. Derrière nous, la salle était pleine. Des voisins, de vieux amis, des hommes du chantier naval, même des inconnus qui avaient lu les gros titres. Ils n'étaient pas venus pour moi, ils étaient venus pour lui, l'homme que Charleston appelait encore le capitaine Hart. Lorsque l'huissier a ouvert la séance, la porte à l'autre extrémité s'est ouverte et le juge Richard Avery est entré. Il était plus vieux maintenant, ses cheveux presque blancs, mais sa présence remplissait la pièce comme une marée montante. J'ai reconnu l'autorité tranquille dans ses mouvements, le genre qui n'a pas besoin d'élever la voix. Il avait servi avec ma mère autrefois, lorsqu'elle travaillait avec le conseil juridique militaire. Nos regards se sont croisés brièvement et j'ai vu une lueur de reconnaissance, pas du favoritisme, mais de la compréhension. Le regard d'un homme qui avait vu l'honneur détourné en quelque chose qu'il n'aurait jamais dû être. Il a pris place, a retiré ses lunettes et a fait un signe de tête au greffier. Le marteau a frappé une fois. Pierce s'est levé le premier. Sa voix portait cette cadence sudiste polie qui rendait tout noble, même la cruauté. Votre honneur, aujourd'hui nous prouverons que mademoiselle Hart a manipulé sa mère mourante, exploité sa maladie et violé le caractère sacré de sa propre famille. Il a fait une pause pour les faits, en faisant un geste vers moi. Mon père était assis derrière lui, la tête haute, hochant légèrement la tête à chaque accusation, comme s'il approuvait des écritures saintes. Gregory n'a pas bougé tout de suite. Il a laissé le silence s'étirer jusqu'à ce que les mots perdent leur écho. Puis il s'est levé, lent et délibéré, son ton égal mais ferme. Votre honneur, nous avons l'intention de montrer que madame Eleanor Hart était saine d'esprit lorsqu'elle a révisé son testament, et que ses souhaits étaient délibérés et éclairés. Nous avons des documents, une déclaration enregistrée et un témoignage médical pour le soutenir. Le juge a hoché la tête. Les mots flottaient entre nous, lourds comme l'air. Je n'ai pas regardé mon père, mais je sentais son regard perçant, brûlant, essayant de transpercer des années de distance. Il n'avait pas peur de perdre de l'argent, il avait peur d'avoir tort. Gregory s'est tourné vers l'écran. Les lumières ont baissé et la première image est apparue, ma mère. Elle était assise près de la fenêtre de son bureau, la lumière inondant son visage. Sa voix était faible, le tube d'oxygène visible contre sa joue, mais ses yeux étaient brillants et sûrs. Si tu regardes ceci, cela signifie que ton père a encore transformé la colère en armure. Ne te bats pas contre lui pour te venger. Batte-toi pour la vérité. La salle est devenue silencieuse. Je pouvais entendre les respirations douces et irrégulières des gens derrière nous, le grincement du vieux ventilateur au plafond. Même la main du juge s'est figée à mi-chemin de ses lunettes. Les yeux de mon père se sont précipités vers l'écran, puis vers moi, puis se sont détournés. Quand la vidéo s'est terminée, le silence était trop pour lui. Il s'est levé d'un bond, la voix tonitruante. Ce n'est pas elle. C'est truqué. Elle n'était pas dans son état normal. Les mots ont ricoché dans la pièce. Le marteau du juge s'est abattu. Monsieur Hart, asseyez-vous. Il s'est exécuté, mais le mal était fait. La foule avait vu ce que j'avais enduré toute ma vie, un homme qui confondait la fureur avec la conviction. Gregory a demandé la pièce suivante. Il a remis un dossier au juge et a parlé avec la précision d'un homme qui s'était préparé à toutes les tempêtes. Ceci est le dossier médical de madame Hart. Votre honneur, il confirme qu'elle était cohérente jusqu'au jour de sa mort.
Le médecin traitant a enregistré plusieurs tentatives de la patiente pour contacter sa fille, lesquelles ont été refusées par un représentant de la famille. Le juge Avery a ajusté ses lunettes. Qui a signé en tant que représentant? La voix de Grégory n'a pas fléchi. Thomas Hart. Un murmure a parcouru la salle. La mâchoire de mon père s'est crispée. Le juge lui a fait signe de rester assis, mais je voyais le tremblement de ses mains. Grégory a continué, faisant glisser un autre document. De plus, votre honneur, la notaire et témoin, Madame Carole Minton, a vérifié ce testament 3 jours avant la crise cardiaque de Madame Hart. Ces notes écrites confirment la clarté et l'intention de la défunte. Nous avons également des preuves que les signatures dans les registres publics ont été falsifiées après son décès. Le son dans la salle d'audience a changé des halètements, des chuchotements, le craquement des corps qui bougent. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. L'air semblait trop épais, mon pouls trop bruyant. Le juge s'est penché en avant, étudiant mon père. Monsieur Hart, souhaitez-vous répondre? Et c'est là que tout s'est brisé. Mon père s'est levé, le visage rouge, les yeux brillants de quelque chose entre la rage et la honte. Il a frappé la table de sa main, le son claquant comme un coup de feu. Elle est une honte pour cette famille. Elle est partie. Elle ne mérite rien de notre part. L'éclat a résonné dans la chambre, plus fort que la pluie à l'extérieur, plus fort que les battements de mon cœur. Pendant une seconde, personne n'a respiré. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas parlé. Je suis juste resté assise là, le dos droit, les doigts serrés sur le bord de la table, car je savais que je n'avais pas à dire un mot. Il le faisait pour moi. Chaque cri, chaque insulte, chaque once de sa fureur était la preuve de tout ce que j'avais essayé de dire au monde. Le juge a retiré ses lunettes et les a posées soigneusement sur le banc. Quand il a parlé, sa voix était basse mais portait dans chaque recoin de la pièce. Monsieur, vous ne savez vraiment pas, n'est-ce pas? Mon père a cligné des yeux, confus. Votre fille a servi ce pays pendant 12 ans dans le corps du JAG de la Marine des États-Unis. Elle a défendu des marins, poursuivi des fraudes et maintenu la justice même que vous prétendez valoriser. La seule honte ici, monsieur Hart, est de nier ce qu'elle est devenue. Les mots ont frappé l'air comme le tonnerre. Quelqu'un à l'arrière a eu un hoquet de surprise. Quelques personnes ont baissé les yeux. Mon père est resté là comme si le son lui avait coupé le souffle. Pour une fois, la salle ne lui appartenait pas. Le marteau du juge est tombé une dernière fois. Le testament est maintenu. Contestation rejetée. L'audience est levée. Il m'a fallu une seconde pour réaliser que c'était fini. J'ai laissé échapper un lent soupir, le genre qui vient quand un poids que vous ne saviez pas porter s'enlève enfin. Mes mains tremblaient légèrement sur la table. Grégory s'est penché vers moi, la voix basse. Elle serait fière. J'ai hoché la tête, les yeux toujours fixés sur mon père. Il n'avait pas bougé. Ses mains agrippaient le bord de la table si fort que ses phalanges étaient devenues blanches. L'homme fier et inébranlable qui avait passé sa vie à définir tout le monde avait enfin été mis à nu par la vérité, par le tribunal, par ses propres mots. Alors que la foule commençait à sortir, je me suis tourné vers la fenêtre. Dehors, le soleil avait percé les nuages, sa lumière scintillant sur le port. L'air sentait encore le sel, mais cette fois, il était pur. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais vu non pas comme une fille, une soldate ou un argument à gagner, mais simplement comme moi-même. Quelque part, j'espérais qu'elle regardait. Et peut-être, juste peut-être, savait-elle enfin que je m'étais battu exactement comme elle me l'avait demandé, pour la vérité. La maison au bord de la rivière n'avait pas changé, mais elle semblait plus petite d'une certaine manière, comme si les murs s'étaient resserrés autour des souvenirs encore piégés à l'intérieur. L'air était humide, portant la légère odeur de bois pourri et de sel. J'ai traversé les pièces silencieuses, le plancher grinçant sous mes pas, jusqu'à atteindre la chaise près de la fenêtre où ma mère avait l'habitude de s'asseoir. Le coussin gardait encore sa marque, le tissu était légèrement usé là où ses mains s'étaient posées. J'ai ouvert le tiroir du bureau et elle était là, la vraie lettre. Le papier était jauni, les bords ramollis par le temps. L'encre bavait par endroits comme si elle avait été touchée par la pluie ou les larmes. Son écriture s'inclinait doucement sur la page, familière et assurée même maintenant. Elle, si jamais il t'entraîne dans ces tempêtes, ne le laisse pas décider du genre de femme que tu es. Défends ce qui t'appartient, mais ne laisse jamais la haine guider tes mains. Sa fierté n'est pas ton héritage. Tape-les.
Je l'ai lu une fois, puis une autre. La dernière ligne a ralenti mon rythme cardiaque, son poids s'enfonçant profondément en moi. Elle avait su, d'une certaine manière. Elle avait vu ce moment venir, le combat, le compte à rebours, les conséquences. Et elle m'avait préparé, non pas avec des instructions, mais avec la paix. J'ai posé la lettre et j'ai regardé autour de moi. Les mêmes photographies bordaient encore la cheminée. Mon père tenant Rowan devant le chantier naval. Ma mère souriant à leur côté. Et moi, à moitié caché derrière son épaule, coupé par le bord du cadre. Pendant des années, j'avais regardé cette photo et j'y avais vu la preuve de ma place à moitié visible, à moitié oubliée. Maintenant, debout là, je l'ai saisi. Le verre était frais sous mes doigts. J'ai essuyé la poussière et j'ai regardé de plus près. Pour la première fois, je ne voyais pas l'enfant laissé hors de l'image. Je voyais la femme qui était allée au-delà d'elle. J'avais passé tant d'années à essayer d'être vue, d'être reconnue, d'être comprise par lui. Mais en chemin, j'avais cessé de réaliser que je l'étais déjà, par la seule personne qui ait jamais vraiment compté. Alors que je glissais la photo dans son cadre, un tiroir resté à moitié ouvert a attiré mon attention. Je l'ai tiré doucement, et quelque chose a bougé à l'intérieur. Tout au fond, sous une pile de vieux reçus, se trouvait une autre photographie. Celle-ci était plus ancienne, en noir et blanc, mon père dans son uniforme de marine, incroyablement jeune, se tenant au garde à vous. Sur sa poitrine, gravés dans la plaque de cuivre, se trouvaient deux mots, Semper Fili, toujours fidèle. Je tenais la photo à deux mains, l'ironie de la situation me frappant au cœur. Il avait passé sa vie à prêcher la loyauté, mais il avait oublié où elle commençait et à qui elle était destinée. Tu as oublié envers qui tu étais fidèle, papa, ai-je chuchoté. Les mots ne venaient pas de la colère. Ils venaient de quelque chose de plus calme, de plus doux. J'ai souri, un petit sourire fatigué qui ressemblait plus à du pardon qu'à une reddition. Peut-être qu'en tenant bon, je lui avais rendu cette devise sous sa forme la plus pure. J'ai plié la lettre de ma mère avec soin, je l'ai glissée dans mon sac à côté de la photo, et je me suis tourné vers la porte. La maison était immobile, ses ombres douces, son silence n'était plus pesant. Quand je suis sorti, la lumière de l'après-midi frappait la rivière juste comme il faut, de l'argent à la surface, le calme en dessous. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis parti avec seulement ce qui comptait, ces mots et la leçon de mon père, tous deux transformés. Il n'y avait plus de colère à porter, plus de victoire à laquelle s'accrochait, seulement la paix, tranquille, constante, et enfin mienne. 6 mois plus tard, les matins sur la côte étaient devenus doux et gris, le genre de calme qui ressemble à une grâce. La brume dérivait de l'eau, avalant les bords de la promenade et l'horizon. Je préparais du café quand j'ai entendu 3 coups à la porte, lent, hésitant, presque désolé. Quand j'ai ouvert, il était là. Mon père se tenait sur le seuil, plus petit d'une certaine façon. Ses épaules autrefois carrées s'étaient arrondies, sa posture s'était adoucie. Ses cheveux étaient presque blancs maintenant, son visage sculpté par des rides qui ressemblaient moins à de la colère qu'à du regret. Pour la première fois de ma vie, Thomas Hart semblait incertain. Je n'ai rien dit. Lui non plus, pas au début. Puis il a pris une inspiration tremblante, sa voix basse et éraillée. Je ne savais pas ce que signifiait JAG. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Tu aurais pu simplement demander. Il a hoché la tête, regardant vers le bas, sa main se serrant autour du chapeau qu'il tenait comme une ancre. J'ai cherché. J'ai trouvé des articles, j'ai lu sur tes affaires. Tu as défendu des hommes comme moi autrefois. Il a fait une pause, ses mots s'étranglant. J'avais honte. Pas de toi. De moi-même. Mais je ne savais pas comment le dire. Il ne restait aucune trace de l'homme qui s'était tenu dans cette salle d'audience en criant au déshonneur. Ce qui se tenait devant moi était quelqu'un mis à nu par le temps, par les conséquences, par la vérité. J'ai étudié son visage, le tremblement de sa mâchoire, le creux derrière ses yeux. Pendant des années, j'avais imaginé ce moment, le jour où il comprendrait enfin. Et pourtant, debout là, je ne ressentais aucun triomphe, aucune revanche, seulement une douleur sourde. Tu ne mérites pas le pardon, papa, ai-je dit doucement. Mais je mérite la paix. Il a cligné des yeux, puis a souri, d'un sourire petit et triste. Ses yeux brillaient, des larmes s'y accrochant obstinément. Est-ce que je peux aller sur sa tombe avec toi? J'ai hésité juste une seconde, puis j'ai hoché la tête. Cet après-midi-là, nous avons conduit en silence le long de la route côtière.
La mer nous suivait d'un côté, agitée et sans fin, les vagues se brisant comme de lentes respirations. Le cimetière était situé sur une hauteur surplombant l'eau. C'était calme là-bas, le genre de calme qui vous immobilise. Nous avons marché côte à côte jusqu'à sa tombe. Le vent portait l'odeur du sel et des fleurs sauvages venant des falaises. Il s'est agenouillé le premier, déposant un petit bouquet d'astés blancs, ses préférés. Ses mains tremblaient alors qu'il les ajustait, le mouvement était délibéré, révérencieux. Sa voix est venue, basse, presque avalée par le vent. Je n'ai pas agi correctement envers l'une ou l'autre d'entre vous. J'ai tendu la main, effleurant du bout des doigts la pierre lisse, traçant son nom. Ma voix est restée assurée et calme. Alors commence par honorer correctement sa mémoire. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Le silence a tout dit pendant un long moment. Nous sommes restés là, au son des vagues contre les rochers en bas, des mouettes criant faiblement au-dessus de nous, le monde bougeant doucement autour de notre immobilité. Il n'y avait plus d'excuses à échanger, plus d'explications qui pourraient réparer ce qui avait été brisé, juste la simple vérité que nous étions tous les deux encore là, essayant encore. Quand il a été temps de partir, il a tendu la main et a touché mon épaule, un contact léger, tremblant, mais réel. Je ne me suis pas écarté. Alors que nous retournions vers la voiture, je me suis retourné une fois de plus pour regarder la mer. Le soleil avait commencé à percer les nuages, dispersant de l'or sur l'eau. La lumière scintillait, douce et large, s'étirant jusqu'à l'horizon. Il a passé des années à essayer de me rendre petite, ai-je pensé. Mais debout ici, j'ai enfin compris, je n'ai jamais eu à grandir contre lui. J'ai juste eu à grandir au-delà de lui. Le vent s'est levé, portant le léger goût du sel sur mes lèvres. J'ai fermé les yeux, le sentant bouger dans mes cheveux, ma poitrine, mon souffle. Quelque part dans ce murmure tranquille, je pouvais presque entendre sa voix à nouveau, douce comme la marée, la paix et la forme finale de la justice. Et pour la première fois, je l'ai cru.